Ils sont là, ils sont beaux. C'est Salut. Romain et Youn qui nous font l'honneur de passer sur le Team Show. Nous, on te voit que toi sur le live, mais bon, peut-être que on nous voit. Ah, c'est le... Oui, quelques secondes de délai, normal. Ok, ça marche. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, Bon, on est content de pouvoir participer à votre émission. Donc, premier live en plus, pour nous aussi, du coup. Donc, c'est cool. Et comme Youn était présent là avec moi, on s'est dit que ce serait cool de le faire à deux. Donc, comme ça, vous envoyez 2 de l'équipe. On est 8 aujourd'hui, donc vous en verrez peut-être d'autres plus tard, si on est invité. Pas de souci, mais vous êtes les bienvenus de toute façon. On a quelques questions à vous poser, tranquillement, chill. Même le chat va essayer de vous poser des questions tranquillou. Vous allez nous présenter le projet, que ce soit Manga.io, que ce soit We Love Manga, faire un petit topo de tout ce qui s'est passé. Surtout en ce qui s'est il y a pas mal de choses par vous. Ok. Déjà, présentez-vous. Alors avec plaisir. Donc moi c'est Romain, du coup, de mon petit prénom. Ça fait depuis des années en fait que je réfléchis à lancer une plateforme de lecture de manga à l'abonnement. J'ai commencé le projet Manga.io officiellement en 2018, mais j'avais réservé le nom de domaine en 2014. Donc ça fait un petit bout de temps. En 2018, en gros, la genèse du projet, je pense que comme beaucoup, en fait, je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas lancé de plateforme légale pour lire des scans en ligne, en fait. Donc, il y a plein de gens qui se sont posé la question. J'ai découvert, en fait, Isneo en commençant à travailler sur ce projet. Et je me suis dit, Isneo, ça répond pas vraiment aux attentes que moi j'aurais en tant que lecteur de manga. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de monter une plateforme. Donc, en 2018, je suis parti au Japon pour la première fois en avril. Et j'ai rencontré comme ça quasiment tous les éditeurs japonais, les plus grands éditeurs, Shueisha, Kodansha, etc., Kita Shoten et d'autres. Et je leur ai présenté le projet. Donc l'idée était assez simple, en fait, comme j'ai pu vous la pitcher, comme vous la connaissez. Donc c'était vraiment de faire un service de lecture de manga à l'abonnement pour pouvoir permettre aux gens de lire leur manga hebdomadaire sur le site, sur une application mobile, sur tablette, sur smartphone, etc. Donc je leur ai présenté ça et en fait l'accueil a été assez bon, même plutôt très très bon. Je pensais que j'étais vraiment en mode un peu test grandeur nature. On va tester le truc et on va voir si ça passe. Et en fait ça a été très bien reçu. Et je me suis dit du coup vu que c'est très bien reçu, ils m'ont dit globalement on a des accords avec les éditeurs français, donc il faut que tu rencontres les éditeurs français. Et donc du coup j'ai rencontré comme ça après tous les éditeurs français en rentrant de mon voyage au Japon. Et en rencontrant les éditeurs français, en présentant le projet, je me suis rendu compte quand même que le sujet du numérique, globalement, était un sujet qui était dans la tête de beaucoup d'éditeurs, on se rendait compte aujourd'hui que le marché du numérique était assez faible en France, donc toute proportion gardée, mais on parle de quelques pourcents, 1 à 2%, on va dire, du marché du manga en France, donc c'est très peu. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose? Donc j'en ai parlé avec eux. On a eu des accords de principe avec des grands éditeurs et c'est comme ça qu'en fait l'aventure a vraiment démarré sur Manga.io, qu'on a levé des fonds, on a assemblé l'équipe, Youn nous a rejoints. Voilà, donc il y a eu un peu 2 ans, on va dire, où on a d'abord travaillé sur la faisabilité et après on a commencé à vraiment rentrer dans le dur avec les négociations sur les titres, le développement de la plateforme, etc. Ouais, et du coup, par exemple, la première question qui me l'esprit quand on parlait de ça, c'est que du coup, comment c'était un peu le retour des éditeurs au début? Ils étaient assez réticents, est-ce qu'ils étaient partants directement, est-ce qu'ils sont comment ils voient ça, comment ils voient le projet Alors je vais répondre, puis après si tu veux rajouter des trucs, vas-y. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que le projet a été hyper bien accueilli. Donc au début, on a signé plus d'une dizaine d'accords de principe en France en France et au Japon, avec des éditeurs français et des très gros éditeurs aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que le sujet était clairement dans toutes les têtes. Donc vraiment, c'était quelque chose, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de piratage aujourd'hui, que le sujet du numérique a été un peu délaissé et finalement pas vraiment attaqué à 100%. Et il y a évidemment des freins au niveau des éditeurs japonais aussi, qu'il faut faire péter. Il y a quelques éditeurs français qui n'étaient pas forcément hyper chauds dès le départ, donc on n'a pas convaincu tout le monde, évidemment. Mais globalement, il y avait quand même un accueil qui était assez positif, avec évidemment des questions typiques, telles que celles que vous pouvez vous poser aussi. C'est est-ce que finalement, si on fait de l'abonnement, ça va concurrencer la vente papier?
est-ce que le fait de proposer un abonnement avec un coût fixe comme on le fait sur Netflix ou sur Spotify, sur Wakanim ou maintenant aux États-Unis sur d'autres plateformes de manga comme Mangamo, est-ce que ça dégrade en fait un peu la valeur du manga? Est-ce que tu perds un peu ça? Et en fait, globalement, avec les discussions qu'on avait, on se rendait compte que non, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est très peu valorisé finalement, le numérique, parce qu'on se rend compte que la consommation de numérique globalement elle est principalement pirate, quoi. Voilà. Ouais, après le truc c'est que c'est vrai que les plateformes, que ce soit pour les séries, pour les films comme Netflix, par exemple plus connu, Disney+, les trucs comme ça, on consomme de plus en plus et plus rapidement, etc. C'est pareil dans le milieu du manga, mais malheureusement illégalement pour la plupart du temps. C'est que pas mal de gens lisent et consomment beaucoup, et pour l'instant, ça dévalorise pas pour autant le manga. Donc si ça devient légal, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, c'est juste du plus. Dorian, J'aurais une est-ce que t'as- question. Ouais, ce que j'allais dire. J'aurais une question justement, parce qu'en fait sur ces modèles en ligne où justement on propose souvent un très gros contenu pour un tout petit prix, souvent par abonnement comme Netflix, je me demandais à l'échelle française comment ça marche au niveau de la rentabilité, dans le sens où Netflix par exemple c'est une boîte qui est partie sur le principe, ou surtout c'est un principe américain qu'on n'a pas trop en France. On rentre dans des économies un peu plus profondes, mais on va rester en surface évidemment, sur le fait que Netflix, il part toujours sur le principe ou d'autres entreprises, qu'ils vont pas faire de rentrée d'argent avant très longtemps, avant qu'ils aient beaucoup d'utilisateurs. Comment ça marche à votre niveau, à ce niveau-là? En fait, c'est un peu la même logique. En gros, sur pas mal de modèles comme ça de consommation à l'abonnement, tu sais que tu as un point mort, on va dire, donc ce qu'ils appellent le break-even, qui est assez loin. Et pour pouvoir l'avoir au niveau de l'entreprise, il faut que tu aies des centaines de milliers d'utilisateurs ou des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ça dépend un peu de ton modèle de rémunération aussi, comment tu gères tes marges, etc. Donc ça, après, c'est hyper pointu, si tu veux. Si on rentre dans ce sujet-là, on va y passer des heures. Mais en gros, le fait est que l'entreprise en tant que telle ne sera rentable qu'au bout d'un certain temps. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, ça ne casse pas du tout la rentabilité au niveau des éditeurs, puisque nous, les éditeurs, on les rémunère en fonction de la lecture. On pourra en parler un petit peu, si vous voulez, tout à l'heure, donc des différents modèles de rémunération. Mais en gros, la question que j'allais vous poser juste après. Ok, ça marche, parfait. Du coup, en gros, ça ne change rien, c'est-à-dire que la rentabilité de l'entreprise est complètement indépendante, si tu veux, de la rémunération des droits, qui est tout à fait normale sur un modèle à l'abonnement. Et c'est pareil pour Netflix, pareil pour Spotify, etc. Donc ça, c'est notre problème à nous, quelque part, de bien gérer le nombre d'abonnés dont on a besoin pour que l'entreprise soit véritablement rentable et pérenne. En fait, on fait une petite parenthèse pour le chat. Manga.io, c'est vraiment une plateforme où, pour un abonnement, vous pouvez lire en illimité les mangas qui sont sur la plateforme. Exactement comme Netflix ou comme n'importe quelle plateforme légale. Et en plus, légalement. Donc, c'est ça qui est top. Après, il faut voir justement en français. Et le truc, c'est que comment rémunérer du coup les éditeurs qui vous passent les licences pour que ce soit diffusé sur la plateforme. Parce que le problème, c'est que bien sûr, il y a des licences qui pèsent plus que d'autres, des mangas plus connus que d'autres, donc qui seront plus lus, qui feront plus venir les gens que d'autres. Et j'ai peur que certains demandent quelque chose en plus parce que c'est leur licence qui pèse plus que les autres. Enfin, c'est très compliqué. Donc, comment vous allez rémunérer pour que ce soit stable et équitable, surtout équitable entre tous? Tu réponds? Ouais, avant de répondre à la question, je pense que c'est important peut-être de faire un récap pour les gens qui nous regardent, parce que l'idée est simple. Enfin, l'idée paraît simple, puisqu'en fait, quand on le résume comme un Netflix du manga, c'est intelligible pour tout le monde. Mais en fait, ça demande de créer quelque chose qui est totalement, qui a été jugé impossible pendant des années et qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'étapes au-dessus. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais faire un peu cette parenthèse, parce que c'est important aussi d'expliquer aux gens comment est-ce que ça fonctionne. Et notamment la question des accords, parce qu'en fait, la question du modèle économique est liée au modèle des accords. Et dans ce que Romain expliquait, qui était très intéressant au niveau des accords de principe, c'est-à-dire que quand vous expliquez à un éditeur que, en fait, le numérique, pour l'instant, lui fait perdre de l'argent, et qu'on peut lui proposer un modèle qui va être plus vertueux, généralement, il va être enthousiaste.
ça va être très rare d'avoir quelqu'un qui va dire bah non, je préfère perdre de l'argent. Et du coup, pour ce qui est des accords de principe, c'est-à-dire le fait de dire bah effectivement votre modèle peut nous intéresser, on est d'accord pour dire qu'on est partant pour entamer des discussions. On a pu réunir pas mal de monde, enfin quasiment tous les éditeurs qui comptent vraiment dans ce milieu-là. Et derrière, une fois que vous avez un accord de principe, c'est là où vous rentrez en négociation concrète. Donc c'est là où vous rejoint la question que tu as posée. Et c'est là où les choses deviennent beaucoup plus concrètes et forcément elles deviennent beaucoup plus complexes. Donc elles s'étalent dans un temps long puisque ça veut dire qu'il faut savoir comment est-ce qu'on va rémunérer, etc. Donc c'est pour ça, parce que dans les commentaires, il y avait aussi des gens qui demandaient comment est-ce que ça se fait que les éditeurs pouvaient avoir un accueil positif alors que là on a par exemple un article dans le Figaro qui est sorti et qui parle un peu de cette problématique où certains éditeurs expliquent que l'abonnement c'est compliqué, etc. C'est pas forcément contradictoire. Donc, il y a déjà cette base-là qu'il faut bien, à mon avis, poser. Et puis, une fois qu'on arrive sur le modèle de rémunération, là, en fait, c'est nous qui venons tout simplement avec une offre, qui est une offre économique, avec des modèles possibles. Et évidemment, il y a un système qui peut paraître plus rémunérateur sur certaines séries, mais dans l'absolu, si on parle d'un très gros titre, ce très gros titre, il va être moteur sur la plateforme et donc il va générer une masse de lecture qui va être considérable. Donc, à la limite, c'est peut-être, il y a un saut symbolique à faire sur le fait de dire, je vais lâcher un One Piece, par exemple, sur la plateforme, et qui demande énormément de travail, de négociation, etc. Mais c'est pas forcément sur ça que ça va se cristalliser. C'est plutôt sur le fait de dire comment est-ce qu'on convainc un éditeur sur son ensemble de catalogue par rapport à notre offre numérique à l'abonnement. C'est vraiment plus ça à discuter. En fait, c'est ce qui est intéressant sur un modèle comme le nôtre, c'est que finalement, comme tu payes un service, en fait, tu payes un droit d'accès. Finalement, tu ne payes pas un produit, tu vas payer un droit d'accès, comme quand tu t'inscris à une bibliothèque. Mais en fait, les blockbusters vont aussi attirer énormément de visibilité sur des middle sellers ou sur des titres qui sont un peu moins connus. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Et donc, c'est ce type de discussion qu'on a avec les éditeurs, justement, d'essayer de leur expliquer que tu peux monnayer davantage un très gros titre. Mais finalement, si tu équilibres avec les plus petits titres qui sont moins connus ou qui sont des titres qui aujourd'hui sont potentiellement en arrêt de com ou des trucs qu'on peut vraiment revaloriser sur la plateforme, et en fait, tu équilibres et tu te rends compte que c'est plus simple de négocier avec un deal qui est presque global plutôt que de négocier licence par licence. Mais évidemment, comme tu as des éditeurs différents derrière au niveau des éditeurs japonais, et en fait, tu as quand même une forme de ventilation à faire. Donc, c'est effectivement assez compliqué, on ne peut pas tout détailler. Mais en gros, pour vous donner quelques éléments de réponse, il y a plusieurs modèles possibles pour faire de l'offre à l'abonnement dans le livre, en France aujourd'hui, en numérique. Tu as un modèle de revenu sharing, donc ce qui est typiquement ce que fait donc de partage de revenus. C'est typiquement ce que fait Spotify, où tu vas dire, en fonction du nombre de lectures, tu vas rémunérer les éditeurs au prorata de leur consommation. Et donc après, tu as un taux de royalty qui est décidé pour un éditeur sur son catalogue ou pour une série. Et donc c'est là que tu as des négociations qui sont faites. Et après, tu as un autre modèle qui est un modèle en flat, où tu peux en fait acquérir des droits en streaming pour devenir quelque part un ayant droit second, enfin un éditeur second, pour justement distribuer les titres sur ta plateforme séparément de cette question de royalties, etc. Donc c'est vraiment deux modèles qui sont possibles. Il y en a d'autres après. Je rentrerai pas dans le détail parce que c'est des modèles qu'on fait pas pour l'instant. Mais il y a ces deux modèles qui sont possibles, qui sont aussi assez adaptés en fonction du type d'œuvre, du type de manga que tu veux proposer, etc. Ah, c'est super intéressant. En fait, le truc qui nous faisait croire tout le monde que c'était impossible, c'était le fait qu'en France, il y ait énormément d'éditeurs déjà. C'est pas comme aux États-Unis, par exemple, tu as Viz Media qui a quasiment tout et il suffit qu'il y en ait un qui prenne tout et puis basta, il a tout. Ici, on a plein d'éditeurs, donc il faudrait que tout le monde soit OK. Et d'ailleurs, en plus, il y a les éditeurs japonais, donc c'est encore pire parce que eux, pour travailler avec eux, ils sont très très difficiles. Mais en tout cas, vous avez l'air d'avoir un bon plan. Donc, moi, j'espère que mais tu as bien résumé en tout cas la complexité du marché français. La complexité du marché français, c'est le côté l'explosion des licences auprès de plusieurs éditeurs. Il y a beaucoup d'éditeurs, il y a derrière beaucoup d'éditeurs japonais qui sont croisés, etc. Donc c'est sûr que ça complexifie les choses. Après, le marché français, c'est là où on est né, donc forcément c'est le marché qu'on connaît le mieux.
Et donc, du coup, ça faisait sens de commencer sur ce marché français d'abord. Et on voit, je citais une application tout à l'heure, c'était Mangamo. Donc, il y a des initiatives comme ça qui naissent aux États-Unis. Il y a Shueisha qui a fait des tests aussi sur le marché américain avec Jump à $2 par mois. Il y a Manga Plus qui a été lancé. Donc, en fait, il y a quand même les balbutiements, on va dire, d'un début de prise de conscience aussi, que ce soit de la part des éditeurs japonais ou de la part des éditeurs français, sur des autres modèles possibles que la vente à l'acte, qui a un peu été le seul truc qui a été testé véritablement, on va dire, sur les 10 dernières années avec l'arrivée d'Isneo, Second City. Ok. Et moi, j'avais une question, c'est par rapport au catalogue, parce que je pense que c'est quand même l'élément clé qui intéresse le plus de monde, et c'est pour ça qu'on s'abonne en fait. J'avais une question pour donc le catalogue. Pour le moment, il est essentiellement basé sur l'éditeur Black Box, donc c'est essentiellement des mangas de niche, on va dire entre guillemets, pour des lecteurs confirmés de mangas qui s'intéressent à des mangas un peu plus old school, on va dire. Et j'avais justement une question qui rejoignait un peu donc ce que vous avez expliqué, c'est vous avez dit que vous avez des accords de principe avec certains éditeurs français. Et du coup, ça en est où concrètement en ce moment même par exemple, est-ce qu'on doit s'attendre prochainement à voir d'autres mangas d'un autre éditeur débarquer ou faut encore un peu plus patienter? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais. Bah là, on a pu rajouter il y a quelques semaines un manga de l'éditeur Naban qui est All Boy, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'il est très très cool. Donc nous on a découvert ça avec plaisir en même temps qu'on le mettait sur la plateforme, donc c'est très sympa. Et du coup il y a d'autres éditeurs avec qui on est en discussion sur des mangas de ce même éditeur japonais qui est Shueisha, pas Shueisha, Futabasha. Donc là on est en train d'avancer là-dessus. Il y a d'autres petits éditeurs avec lesquels on avance également, mais je peux pas citer de nom malheureusement pour l'instant parce que rien n'est fait. Donc c'est un peu délicat d'avancer des noms tout de suite. Je voudrais pas décevoir derrière. Donc on est en égo avec des très gros éditeurs français. Ça prendra plus de temps. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir avoir dans 3 semaines. Surtout en plus en plein mois d'août, ce sera compliqué. Mais en tout cas, les négociations sont bien avancées. On a notamment grâce à la bêta, et donc ça c'est un truc qui a fait beaucoup d'aide de notre côté, et donc je tiens en plus à remercier ceux qui ont pu prendre des abonnements pendant la phase de bêta-test privée, parce qu'en fait ça permet de prouver en grandeur nature que le modèle est viable en fait, parce que nous ça nous donne aussi des données sur la lecture, sur comment est-ce que les gens utilisent l'application, etc. Et ça nous permet de montrer concrètement aux éditeurs ce qu'on propose. Donc là effectivement les discussions sont en cours. Je veux pas t'annoncer de titre tout de suite. Dès qu'on sera en mesure de le faire, on le fera. Là, c'est en égo. On est en train d'avancer avec plusieurs éditeurs en ce moment. Et donc, dans les prochaines semaines, et en tout cas à la rentrée, il y aura des nouvelles choses, si tout va bien. Et on a été aussi pas mal retardé avec le Covid. Mais Et tant qu'on est dans les problèmes de droit, tout ce qui est question d'ayant droit et tout, j'avais aussi une question donc par rapport aux ayants droit japonais, c'est lesquels les éditeurs qui sont le moins enclins, on va dire, à négocier? Est-ce que la Shueisha, par exemple, est plus braquée parce qu'ils ont un peu leur marché avec Manga Plus, qui marche très bien aux États-Unis, et le Shonen Jump aussi là-bas, avec Viz Media, tout ça. Est-ce que la Shueisha, par exemple, il serait, entre guillemets, enclin, on va dire, à tendre vers un Manga Plus français avec vous, en comptant sur vous, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore négocié concrètement donc, c'est un peu la question que tout le monde se pose aussi. Par exemple, si à terme on peut atteindre du One Piece sur la plateforme ou des mangas en cours, par exemple, voilà. Ouais, écoute, la réponse c'est on fait tout pour, évidemment. On fait tout pour. Aujourd'hui, enfin moi, ce serait mon rêve, hein, et c'est la raison pour laquelle on a lancé l'application aussi. Ce serait génial d'avoir des titres de Shueisha sur la plateforme. Donc on fait tout pour. Après, ça passe effectivement par les ayants droit français, enfin les éditeurs français, ceux qui ont les licences. Donc, tu es obligé de toute façon de négocier avec l'éditeur français qui doivent après présenter le dossier auprès des éditeurs japonais pour pouvoir porter. Ah d'accord, ok. Donc nous, ce sera possible, peut-être. Je peux pas te donner de réponse définitive pour l'instant. En tout cas, on fait tout pour. Et toute l'énergie de la team et la mienne est consacrée à ça. Pour l'instant, à ce que je sais, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de volonté de la part de Shueisha de lancer un Manga Plus français. Donc ça laisse aussi de la place là-dessus. Donc nous, on essaye justement de proposer ça, d'être cette plateforme qui va pouvoir un peu toutes les unir, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc on essaye, on fait le max, et en tout cas, c'est clair que là, les arguments qu'on a pu avancer depuis déjà plusieurs mois sont hyper encourageants. Donc il y a un travail qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très compliqué, et du coup, il y a des étapes
qui se suivent. Et pour vous donner un peu une idée de comment les choses se goupillent, en fait, quand tu lances un projet comme ça, il y a un peu un moment où c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a un peu le moment où toi, tu as ton idée, tu as ta plateforme, et l'éditeur, il dit, ouais, mais du coup, je veux avoir des utilisateurs sur ta plateforme pour te donner mes titres. Sauf que le lecteur, il dit, ouais, mais pour aller sur ta plateforme, je veux avoir des titres. Donc en fait, c'est ce truc-là qu'il faut arriver à casser. Et la manière dont nous, on essaie de le faire, et puis alors après, reste à voir si ça sera la bonne manière, mais on croit en cette solution, c'est de construire les choses d'une manière d'abord assez restreinte. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec Blackbox et avec 200 ambassadeurs qui étaient surmotivés par le projet et qui comprennent que c'est un travail qui est à long terme. Donc, ils ne sont pas là pour vraiment faire du binge reading. Et commencer avec ça. Et ces 200 places, on est très content parce qu'on les a vendues tout de suite. On a mis 5 heures à les vendre et il y a vraiment eu un engouement dessus. Et nos bêta-testeurs, en fait, nos ambassadeurs, ils sont vraiment nos premiers soutiens là-dessus. Et donc, une fois qu'on a ça, ça nous permet de dire, regardez les éditeurs, on a lancé une petite plateforme. Il y a des utilisateurs qui sont prêts à payer pour ça, même si le catalogue est petit et c'est pas forcément l'objectif ultime, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on est un peu dans cette étape où on a prouvé qu'on était capable de lancer une plateforme, c'est-à-dire avoir des fonds, lever des fonds, payer des gens, construire un projet numérique. Tout ça, c'est extrêmement long et il faut que le projet soit à la hauteur. Et j'encourage d'ailleurs toutes les personnes à jeter aussi un œil à la plateforme et aussi d'avoir des retours parce que les retours ont été excellents d'un point de vue de l'outil, puisque je pense qu'on a fait du bon travail là-dessus. Alors, et une fois que ça, pardon. Ouais, juste, je disais, parce que du coup, moi, j'ai pu tester la plateforme aussi là, pendant le petit mois de bêta. Truc. Et ce que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'il y avait vraiment une bonne ergonomie quand même. C'est-à-dire que c'était quand même assez qualitatif. Parce que souvent, ce qu'on reprochait à des applications officielles de lecture, c'est que c'était vraiment pas ergonomique et que même certaines plateformes illégales faisaient mieux. Donc ça aussi, c'est très important, je pense, que pour que le lecteur puisse vraiment s'intéresser à la plateforme, c'est l'ergonomie. C'est vraiment la facilité, c'est l'ergonomie tout simplement de l'application. Et ça, pour le coup, vous avez quand même fait du bon travail, c'était assez fluide. Quand je lisais un petit truc, un petit manga, ça se passait plutôt bien. Xela aussi, tu as testé, je crois. Moi, je fais vachement attention à ce genre de truc. Pour ça que beaucoup de sites justement illégaux, j'avais du mal parce que juste le lecteur était pas confortable. Et là, pour le coup, pour comparer avec, je pense, le plus connu Manga Plus, donc de Shueisha, c'est mieux. C'est mieux, c'est moins buggé, c'est agréable. Ça casse pas les yeux avec des fonds blancs, ce genre de trucs, des petits détails qui font que c'est vraiment agréable pour lire. Donc là, ici, vous avez, ça c'est la page d'accueil quand vous arrivez sur le site et vous êtes connecté. C'est dans le bon sens d'ailleurs pour vous, c'est à l'envers. Non, c'est bon. Donc voilà, donc là on met en avant un titre qu'on a envie de mettre en avant sur la plateforme et ça permet aussi de faire vivre en fait le catalogue qu'on présente. Après, vous avez en dessous des collections qu'on crée nous qui permettent justement de permettre au lecteur de découvrir des nouveaux titres en fonction de certaines catégories. Après, vous avez les dernières sorties, donc s'il y a des nouveaux chapitres qui sont sortis, etc., vous pouvez les retrouver là directement. Hop. Ensuite, il y a d'autres, ce qu'on appelle des cards, donc, qui sont des manières d'afficher le contenu un peu différemment que ce que vous verrez en dessous après. Donc là, ça permet d'afficher avec un peu un zoom, on va dire, sur ces titres-là, avec le synopsis, etc. Et après, vous avez un peu comme sur Netflix, finalement, on s'est vachement inspiré en vrai de ce que fait Netflix, puisque c'est un peu la référence en termes de plateforme de visionnage de contenu. Donc après, vous avez des lignes thématiques qui permettent de découvrir des titres en fonction de tous ces thèmes. Voilà, là, vous avez une autre carte de mise en avant d'un titre avec directement les pages que vous pouvez consulter pour voir un peu le style graphique. Des nouvelles lignes, etc. Hop. Voilà, on descend. Et après, des pages au hasard aussi pour vous inviter à découvrir des titres un peu aléatoirement et des citations qu'on prend, pareil, des titres qu'on a sur la plateforme pour vous inviter à découvrir ces titres-là. Et après, alors dans les petits outils qui sont cool, on a ici l'outil de reprise de lecture. Ah, là, c'est Siri qui s'est lancé. OK. Donc voilà. Là, vous avez l'outil de reprise de lecture qui permet de voir en fait où vous êtes arrêté. Ah, Siri s'est lancé partout. Hop. Donc là, vous pouvez voir les derniers titres que vous étiez en train de consulter. Et après, par exemple, si vous allez sur un titre,
Là, ça va me reprendre directement là où je me suis arrêté. Pour montrer un peu le lecteur, parce que c'est quand même un truc important, je pense, pour les lecteurs, justement. Donc, on a plusieurs modes de lecture. Là, on a développé un mode qu'on appelle le mode pellicule, qui vous permet de lire en continu, en fait, comme ça, donc avec les doubles pages qui s'affichent proprement et tout. Donc ça, c'est très adapté pour un écran d'ordi ou un iPad grand format comme celui que j'ai ici. Après, vous avez un autre mode de lecture qui vous permet... Et vous pouvez choisir la qualité aussi. Bon, ça, je ne l'ai pas dit, mais vous avez le choix de la qualité, donc en HD ou en qualité optimisée. En qualité optimisée, c'est déjà hyper bien. Donc là, je ne vais pas prendre le risque de passer en HD, surtout vu ma connexion. Après, du coup, vous avez d'autres modes de lecture. Donc, vous pouvez lire en scroll. Je sais que c'est quelque chose que font beaucoup de gens, notamment sur mobile. C'est quand même vachement pratique. Donc là, vous pouvez lire en scroll. Vous pouvez mettre en mode double page si vous voulez pas être spoilé par les pages d'après. Et après, quand vous cliquez, vous tournez les pages suivantes. Ou sinon, en mode page simple. Voilà. Donc, en fait, on a un peu tous les modes de lecture qui sont disponibles sur la plateforme. Et après, une fois que vous avez fini votre lecture, vous pouvez zoomer aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Et puis, je vous laisserai le plaisir de découvrir ça. Et après, une fois que vous avez fini de lire, en fait, ça retient la page à laquelle vous êtes arrêté dans le lecteur. Et vous êtes... donc, ça retient tout. On sait que si vous lisez sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur, on est capable de savoir à quelle page vous êtes arrêté. Donc, si par exemple, vous partez de chez vous et vous n'avez pas fini votre chapitre, vous pouvez continuer sur votre mobile hyper facilement, etc. Et donc, ça, c'est la page de présentation d'un manga. Vous avez toutes les infos un peu éditoriales qui sont ici. Vous avez les publications papier. Donc, pour savoir quelles sont les dernières publications papier qui sont sorties. Là, il y a le tome 2 d'ailleurs qui est sorti, qu'il faut qu'on rajoute. Et ici, après, à gauche, vous avez la liste de tous les chapitres dispo sur la plateforme avec la date de parution des prochains chapitres sur la plateforme également. Voilà. En tout cas, dans le chat, je vois que c'est plutôt unanime. Tout le monde est vraiment saucé. Tout le monde dit que c'est propre, vrai, fluide. Et je suis totalement d'accord avec le chat. C'est clairement... Merci. C'est très bon, c'est confortable. Donc, c'est juste comme ça avec le catalogue. Exactement. En fait, disons que... Vas-y, excuse-moi. J'allais juste dire que c'est ce que disait Elias, donc tout ce qui est niveau ergonomie et tout, moi je me fais pas de soucis, vous avez fait du bon travail. Après voilà, c'est juste le problème de catalogue. Si vous voulez tendre à attirer du monde, forcément il va falloir travailler les négociations et on sait que c'est difficile, mais il y a pas le choix en fait. Faut avoir des mangas phares pour attirer du monde et voilà. Exactement. Après, si tu veux, ce qui est cool, c'est que justement le fait de montrer qu'avec un catalogue restreint, finalement les gens sont quand même assez convaincus par la solution qu'on propose. Et ça vient mettre de l'eau dans notre moulin en fait quelque part. Ça montre que justement, imaginez en fait, ce que ce serait. Demain, tu as One Piece sur la plateforme avec l'ergonomie qu'on est capable de développer, avec derrière notre connaissance, on va dire, des métiers digitaux, etc. Et en fait, tu as une capacité, tu as une force de frappe qui est assez énorme. Et donc en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de montrer auprès des éditeurs, c'est que il ne tient finalement qu'à nous, collectivement, de porter ce sujet-là et de dire est-ce que demain, on a envie de proposer une plateforme qui est vraiment canon, qui est vraiment cool pour lire des mangas en mobilité et d'essayer de valoriser justement cette lecture numérique qui aujourd'hui peine à être valorisée. D'ailleurs, tu as parlé de mobilité et c'est un truc que je voyais aussi dans le chat. Est-ce qu'on peut télécharger pour le lire en hors ligne? Parce que ça, typiquement, c'est un truc, je pense, qui est super important. Je sais que Netflix le fait sur leurs vidéos. Mais est-ce que là, du coup, si demain je prends le train, je suis dans le train, donc la Wi-Fi ne marche pas, est-ce que je peux lire le manga? Alors aujourd'hui, non. C'est la limite de la web app qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux pas le faire, mais c'est prévu pour l'application mobile. Donc dès qu'on a une application mobile sur le store, là, tu pourras le faire, tu auras un accès hors ligne pour les titres que tu veux sauvegarder dans ta plateforme, dans ton application. Du coup, techniquement, c'est pas vraiment du téléchargement. Enfin, c'est pas du téléchargement au sens, tu n'as pas accès aux fichiers sources sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Tu y as accès directement dans ton application, donc ça reste dans la sphère de ton application et du coup, c'est protégé, etc. Mais ça, ce sera le cas dès qu'on a l'application mobile. Ce qui est un des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et du coup, pour l'instant, c'est vous partez sur du 4,90 € par mois, c'est ça? Ou est-ce que vous avez un prix? Ouais, alors en bêta, alors du coup, il y a plusieurs trucs. Peut-être que tu vas en parler, Youn, parce qu'il y a plusieurs annonces aussi pour la suite. Ouais, ça me permet de rebondir sur le sujet que j'avais abordé sur le fait de travailler par étapes. Ouais. Parce que du coup, on est parti là-dessus, mais c'était ça la base, qui était de dire, une fois que tu as conçu ton app et que tu as un début de catalogue, l'étape d'après, c'est de montrer ça aux autres éditeurs en disant, vous m'aviez dit chiche, fais-le.
Bah, maintenant, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est qu'il faut arriver à convaincre un premier panel d'éditeurs. Ces éditeurs en français vont devoir aussi aller convaincre des Japonais. Donc, en fait, on est dedans, on est en plein dedans. Et du coup, on est un peu dans la phase frustrante où on peut rien vous dire parce que ce serait très inapproprié de vous dire oui, on a parlé avec un tel, etc. Enfin, c'est très difficile, je pense que tout le monde peut le comprendre. Voilà. Mais on est dans cette phase-là où on avance petit à petit, où on est enfin en train d'essayer de sortir de cette bêta qui était privée pour l'instant, pour arriver vers une bêta publique. Donc c'était la deuxième étape, enfin la troisième étape du coup, qui est d'avoir ça. Et l'étape d'après, ce sera d'avoir un catalogue encore plus grand avec une app mobile et une version totalement ouverte. Toutes ces étapes-là que l'on suit, donc qui prennent beaucoup de temps forcément, et c'est pour ça que on vous demande aussi de la patience à ce niveau-là, enfin je pense que tout le monde le comprend, elles s'accompagnent de politiques budgétaires qui vont être différentes et qui vont s'adapter un peu à ce qu'on offre. Donc par exemple, quand on a lancé la bêta et qu'elle était privée et qu'il n'y avait que 200 places, elle était ouverte que aux 200 personnes qui allaient être les plus motivées pour nous suivre sur le long terme. Donc l'idée, c'était de proposer un tarif qui soit assez exceptionnel quelque part, puisque le moment l'était aussi. Et donc là, on a eu une offre qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un tarif qui était à vie, en fait. Donc un tarif réduit à vie, parce que les gens nous accompagnent aussi sur des années. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est symboliquement les remercier pour ça. Et au fur et à mesure que les étapes vont grandir, les tarifs vont changer aussi. Donc là, on va arriver sur une phase où on va passer en bêta prochainement qui va être publique. Donc aujourd'hui, pour s'inscrire, il faut être invité, il faut être un peu coopté par nos membres. Donc ça fait que ça nous permet de contrôler un peu la taille de la communauté et que notre service soit à la hauteur de ça, puisqu'on a beaucoup d'échanges avec notre communauté et ça doit rester qualitatif. On va passer très prochainement en bêta publique. Donc là, nos tarifs vont changer. C'est le tarif à l'année, en fait. Le seul qui va changer, c'était l'offre exclusive qu'on avait mise en place là pour la bêta privée, qui était à 58,80 par an, ce qui l'a ramené à 4,90 par mois. Celle-là, elle va changer. Donc ça, vous verrez en fait dans les prochains jours, a priori, si tout va bien, on passe en bêta publique à ce moment-là. Donc il y aura un petit changement, mais c'est pas énorme par rapport au tarif qu'on pratiquait. Et le tarif au mois, par contre, ne change pas. On était à un tarif au mois sans abonnement qui était à 6,90. Et ça bouge pas. Okay. Dans tous les cas, pour répondre un peu plus précisément à la question, parce que je pense que les gens vont se poser des questions, le mot d'ordre qu'on s'est fixé pour notre version publique officielle, donc pas la bêta publique, mais la version 1, c'était de rester dans l'idée que pour le prix d'un manga par mois, vous pouvez accéder à une bibliothèque et des lectures en illimité. C'est la fourchette qu'on se fixe. Pas mal. Voilà, on avait fait pas mal d'études là-dessus, ça nous paraît être le plus raisonnable par rapport entre la demande et le modèle économique qu'on voudrait souhaiter proposer. Évidemment, on est dans l'inédit, on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas, et donc ça veut dire que derrière, en fonction des mois qui vont passer, des négociations, des retours qu'on va avoir au niveau des retombées économiques, il est possible que ce modèle-là, il soit pas viable à très long terme ou que les éditeurs n'en veuillent pas. Donc, on est potentiellement sujet à modifier cette politique-là avec d'autres systèmes. On a pas mal d'idées aussi pour que ça reste dans tous les cas très juste pour les utilisateurs, parce que c'est ça un peu notre souci. Parce que sinon, autant aller sur les scantrad si c'est pour que le lecteur se sente floué. Donc, pour avoir une vraie alternative, il faut une politique de prix intéressante, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est pour le prix d'un manga par mois, être dans une lecture illimitée du catalogue. Exactement. Et après, il y a pas mal de gens qui nous posaient la question pour les comptes partagés aussi. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui intéresse les gens qui regardent. Ils s'en parlent là dans le chat. Là, ils le disent. Donc, je vois pas les questions, c'est lui qui les voit. Moi, je les vois pas. Du coup, voilà, on va pouvoir y répondre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de compte partagé sur l'application. On a vraiment lancé juste un compte assez simple où tu t'inscris toi, tu as ton profil. Le profil va être enrichi au fur et à mesure, parce que là, aujourd'hui, tu peux même pas changer ta photo de profil, etc. Donc, c'est très, très rudimentaire, on va dire. Mais au fur et à mesure, on va enrichir ces fonctions-là et on réfléchit à un compte partagé, effectivement, un peu à la Netflix, où tu peux gérer des profils différents. Puisqu'en gros, tout le principe de notre application, ce qui est cool, c'est que tu puisses suivre ta lecture, tu peux créer ta bibliothèque. On a prévu d'enrichir aussi les fonctionnalités qu'on propose sur la bibliothèque.
donc te permettre de les classifier, de potentiellement faire des listes de lecture que tu pourras partager avec tes potes, etc. Donc en gros, tout le principe, c'est que tu es quand même un profil à toi, mais par contre, effectivement, avec un même compte, peut-être un compte famille ou un compte pote, tu pourrais gérer justement différents profils. Et du coup, ce serait une tarification qui est différente. Et donc pour l'instant, on veut rester très simple. Donc c'est un compte égale un profil. Et après, on va enrichir tout ça. Ok. Moi, il y a aussi une question qui me tient à cœur quand même un petit peu, donc je suis obligé de vous la poser. C'est par rapport au manga français. Est-ce que vous projetez potentiellement de faire du manga un peu original français qui sera exclusif à votre plateforme? Est-ce que vous comptez justement mettre en avant un petit peu des artistes français potentiellement? Il y a plusieurs questions dans la question. C'est ça. Alors, je pense qu'il y a d'abord la question de ce qu'on appellera du global manga, en général, et ensuite il y a la question de l'autoproduction, qui est un deuxième sujet dans ta question. Alors on va peut-être parler d'abord de l'autoproduction, on va dire, de la production vous-même, de l'exclusivité, on va dire, qui sera que chez vous. Ok. Alors là-dessus, c'est une question qui est assez... c'est hyper intéressant. En vrai, on a plein de gens qui nous ont déjà contactés pour savoir s'ils pourraient distribuer leur manga chez nous, en mode des jeunes auteurs qui aimeraient bien les tester sur la plateforme, etc. Et donc évidemment, c'est devenu un sujet plus tôt en fait que ce qu'on avait pensé à la base. Donc c'est un sujet qui est sur la table, plein de gens nous en parlent, etc. Donc effectivement, on y réfléchit. Je pense que si on le fait, il faut le faire bien, puisque notre vocation, c'est pas de devenir éditeur nous-mêmes. Donc il faut pas qu'on mélange un peu notre rôle et le rôle des éditeurs français à l'heure actuelle. Donc l'idée, ce serait peut-être de construire un programme qui permette justement à des jeunes auteurs de se lancer sur la plateforme, de faire des tests, de voir si ça plaît, et après derrière de voir avec des éditeurs français s'ils peuvent être licenciés, et donc ensuite éditer. Et si après ça peut aller plus loin. Donc ça, on y réfléchit effectivement. Je peux pas encore. C'est vrai que c'est frustrant parce que j'arrive bien de donner plus de réponses fermes, mais c'est vrai qu'on a encore au début. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est effectivement hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire dans le numérique aujourd'hui pour tester des titres et permettre à des jeunes auteurs d'exister. Il y a d'autres plateformes qui se spécialisent un peu là-dessus, comme BD par exemple, et entre autres, mais d'autres aussi. Donc c'est évidemment un sujet. Et nous, on s'y intéresse beaucoup, mais effectivement, c'est à construire intelligemment. En fait, il y a le concept d'avoir un titre qui n'existerait que en numérique, par exemple, qui serait pas. Et en fait, ce sujet-là, il est assez vaste. C'est-à-dire que demain, on pourrait avoir un éditeur français qui nous dit, est-ce que ça vous dit qu'on teste des titres en numérique avant de les imprimer en papier, puisque ça représente des coûts pour nous. Et finalement, c'est pas très différent d'avoir un auteur indépendant qui nous dit, est-ce que je peux tester ma BD, mon manga sur la plateforme, et que ça atterrisse plus tard, selon le succès, sur une impression papier. C'est à peu près le même sujet. Donc en fait, c'est juste que nous, notre position ferme là-dessus, c'est de dire, on veut pas être un éditeur, on veut pas être un éditeur papier ou quoi que ce soit, ou chacun son métier. On est un distributeur numérique, voilà. Mais ça ne nous empêcherait pas techniquement, si c'est fait en bonne intelligence, de produire, de proposer un contenu qui serait exclusif en numérique. Ça serait super intéressant et ça apporterait vraiment un vrai plus encore à la forme. Mais ça peut aussi aider pas mal d'artistes, donc ça peut être cool. En fait, si tu veux, ce qui est, pour revenir un peu à la toute première question que tu m'avais posée, qui était un peu la genèse du projet finalement, nous, c'est un peu une sorte de promesse, tu vois. J'aime bien faire ça. Donc, heureusement, c'est la première fois que tu m'as en interview, mais je reviens souvent sur des sujets il y a longtemps, donc ça peut ne jamais se faire. Mais en gros, c'est un peu la promesse qu'on essaye de tenir, c'est de dire, aujourd'hui, le numérique n'est pas du tout exploité, le digital en général, n'est pas du tout exploité à son plein potentiel. Et donc, cette première version de la plateforme, c'est un peu essayer d'étayer ou d'attiser l'imaginaire collectif, l'imagination à la fois des auteurs, des éditeurs, des lecteurs, etc., sur ce que pourrait être une application très performante de lecture de manga numérique. Donc en fait, la seule limite, en vrai, c'est notre imagination et derrière la capacité à mettre en œuvre ce qu'on imagine, tu vois. Donc c'est pour ça que Youn parlait des étapes, parce qu'effectivement, il y a plusieurs étapes pour y arriver. Mais nous, on reste assez convaincus que il y a plein de choses, en fait. Il y a tellement de sujets. On peut faire plein de trucs. La prépublication numérique de titres japonais, comme il disait Youn, la prépublication pour des auteurs émergents, pour les tester sur la plateforme, voir si ça plaît. Tu as potentiellement des données aussi empiriques de lecture pour savoir, pour les éditeurs, savoir un peu s'orienter en fonction de ce qui est
lu beaucoup sur la plateforme, etc. En fait, tu peux aller tellement loin. Voilà. Et après, si moi je me lance là-dedans, c'est un exemple intelligent toute la soirée. d'une utilisation qui est vertueuse du numérique. Comme quoi, le numérique, c'est pas forcément la jungle, quoi. Ouais, bien sûr. Exactement. Non, c'est très intéressant. Et derrière, j'espère que ça marchera, quoi. Ça peut vraiment être bien, quoi. Ça peut D'ailleurs, vraiment être très bien. Si les éditeurs, encore une fois, vous suivent. Et D'ailleurs, j'espère. justement, dans ce registre-là, j'ai une question, peut-être pour vous mettre un peu dans la sauce. Non, évidemment. Non, mais c'était plus une question sur l'avenir. Où, imaginons que dans l'avenir, vous êtes leader en termes de numérique, enfin, vous avez une certaine popularité dans le numérique en France concernant justement le manga. Si Shueisha Manga Plus, ils veulent amener justement leur service en France, est-ce que vous seriez plus tendance à dire on va tenter la concurrence quoi qu'il arrive, ou est-ce que par exemple s'ils tentent une collaboration avec vous, voire peut-être même vous racheter, est-ce que vous partiriez plus là-dessus ou du coup concurrence? Alors, moi, je pense que c'est une question qui est effectivement hyper intéressante. Je vais essayer d'y répondre de manière intelligible. Et puis, Youn est très fort pour synthétiser derrière. Donc, je laisserai synthétiser. Moi, je suis toujours un peu, un peu partout. Ouais. Alors, du coup, en gros, si on arrive là, déjà, ce sera un peu entre guillemets ce qu'on appelle un problème de riche. C'est qu'on sera déjà hyper content d'être arrivé à ce niveau-là. Et évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est pour arriver à ce point-là. Le sujet, c'est que une plateforme comme Manga Plus, elle n'aura jamais de titres autres que les titres de Shueisha. Ouais. Et tout l'enjeu, enfin en tout cas, nous, notre compréhension du sujet, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à avoir un catalogue qui est exhaustif et qui n'est pas que des mangas de Shueisha en fait. Et tu vois, si on se faisait racheter par exemple par Manga Plus, par Shueisha, je pense que les gros éditeurs français ou les éditeurs français en général et les éditeurs japonais ne voudraient peut-être plus être distribués sur l'application puisque ça deviendrait la propriété de Shueisha. Donc je pense que c'est très important pour une plateforme de distribution de rester neutre quelque part parce que sinon tu vas fermer ton catalogue. On le voit un peu aujourd'hui avec les plateformes de distribution de vidéos en fait où tu te rends compte que des très gros acteurs décident de lancer leur propre plateforme, genre Disney, etc. Et que la scission des grosses plateformes finalement n'est pas forcément très bénéfique pour le marché en tant que tel et pour les lecteurs, enfin pour l'audience en l'occurrence, puisque tu vas devoir prendre plein d'abonnements et finalement tu vas faire l'impasse sur certains d'entre eux et donc ça fait remonter le piratage dans certains cas. Donc évidemment il y a ce sujet de comment est-ce que tu allies les forces. Nous on est convaincus sur le côté l'union fait la force et évidemment l'objectif c'est plutôt d'avoir une coopération à la fois entre éditeurs, avec nous et avec les éditeurs japonais, etc. Pour faire en sorte qu'on puisse proposer une solution numérique qui est digne de ce nom et avec un catalogue qui est large. Mais évidemment, si on arrive à ce niveau-là et que Shueisha refuse de distribuer les titres sur ma plateforme et souhaite les garder de son côté, en fait, finalement, sur Manga Plus, c'est gratuit, donc c'est pas incompatible, j'ai envie de te dire. Donc tu peux garder l'abonnement sur manga.io pour lire les autres titres qu'on aura sur la plateforme et avoir Manga Plus à côté. Évidemment, nous, on souhaite pouvoir les distribuer. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y aura un deal à faire avec eux qui sera forcément rude, mais qui sera intéressant pour les lecteurs. En tout cas, on a vraiment à cœur l'idée de rester indépendant et d'avoir un catalogue le plus large possible. Ok. Donc, Kai, finalement, allô, Kai, tu m'entends? Allô. T'entends super mal. Allô. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Vous m'entendez mal? Ouais. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, moi, j'avais une question. C'était concernant la Simultrade. Est-ce que c'est prévu de votre côté? Le Simultrade, peu importe la maison d'édition au Japon, vu qu'on parlait du Shonen Jump, mais ça peut aussi être le Kodansha. C'est-à-dire, en fait, être à jour par rapport au chapitre, sortir des chapitres plutôt que des tomes et être vraiment à jour par rapport au Japon. Par exemple, One Piece, le dernier chapitre de One Piece, on peut le retrouver sur Manga.io. C'est un exemple, bien sûr. Mais voilà. J'ai envie de dire que c'est aussi c'est évidemment l'objectif de la plateforme. Enfin, tu vois, c'est comme le disait Youn tout à l'heure, pour reprendre sa formule, c'est t'as des étapes. Aujourd'hui, il y a quelques titres qui sont en simultrade, qui sont gérés par les éditeurs français. Ils le font très bien. Il y a eu Boruto, il me semble, qui avait été fait en simultrade. Il y a Kana, il y a Pika qui fait pas mal. Voilà,
il y en a certains. Et puis, en fait, c'est un sujet qui est en train d'arriver et évidemment qui est important. Donc, c'est un des enjeux principaux pour avoir une plateforme qui est pertinente par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en termes d'offres de Scantrad. Donc, évidemment, c'est un enjeu. Pour le faire légalement, tu es obligé de passer par les éditeurs français. Donc, ça prend du temps. Mais du coup, c'est évidemment quelque chose qu'on veut développer et qui sera fait, on l'espère, dans les prochains mois, en fonction des accords qu'on a avec les éditeurs, etc. Mais c'est évidemment sur le truc qui dit alternative au Scantrad, au site de Scantrad, dit que au bout à terme, vous pouvez aller sur ce terrain. Exactement. Donc c'est évidemment, nous c'est l'objectif, c'est de réussir à avoir un large catalogue sur la plateforme, des séries un peu exclusives dessus qui vont être en rotation pour te permettre de découvrir des choses, d'avoir de la simultrad, donc etc. Mais je pense que c'est ce que tout le monde a en tête quelque part quand tu leur parles d'une application légale de lecture de manga, c'est ce vers quoi on doit tendre et c'est ce vers quoi on travaille, quoi. Ouais, alors, juste pour répondre vite fait à Sweet dans le chat, parce qu'ils ont déjà répondu, donc je répète parce que c'est important. Mais est-ce que Manga.io aimerait devenir un éditeur physique? La réponse est non. Ils veulent rester une sorte de plateforme, une plateforme vraiment de lecture en ligne. Le système. Donc, n'hésitez pas dans le chat maintenant. Oui, pardon. Excuse-moi, parce que je t'ai coupé en fait. Mais juste un petit point sur cette question que je trouve assez intéressant. Nous, on ne souhaite pas effectivement devenir éditeur physique. Par contre, il y a un truc qui peut être hyper intéressant, et du coup, je le pose là parce que si ça se trouve, il y a des éditeurs qui nous regardent, c'est d'imaginer de la précommande, en fait, de dire que sur la plateforme, tu vas lire en fait les titres en numérique, et après, plutôt que d'imprimer des milliers d'exemplaires et potentiellement d'avoir des invendus, en fait, de dire, sur la plateforme directement, tu dis, nous, on veut précommander ce titre-là, etc. Donc, c'est pas nous qui sommes directement éditeurs numériques, mais on peut être un intermédiaire pour justement permettre de mieux calibrer quelque part les commandes papier. Voilà. Alors, c'était juste un petit point que je voulais rajouter. Il y a une question très importante qui a été posée à plusieurs reprises dans le chat, mais je pense que ça va être la réponse. Mais c'est la part des auteurs dans ça. Je suppose que c'est les éditeurs, à mon avis, c'est via les éditeurs qui géraient la rémunération des auteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, pour vous donner un peu, nous, la fourchette de rémunération qu'on a en revenu sharing, on est à 30-70. Donc 30 pour la plateforme, 70 pour l'éditeur. En général, on est dans ces eaux-là. Et du coup, après, c'est aux éditeurs, en fait, de gérer derrière leur répartition avec les accords, en fait, les contrats qu'ils ont signés avec leurs auteurs. Donc, ça suit ce sujet, ce modèle-là. Okay. Et après, si c'était de la prépublication numérique exclusive, il y aura peut-être un modèle un peu différent envisagé et des accords différents à passer avec des éditeurs. Ok, d'accord. À partir de maintenant, vous pouvez poser vos questions dans le chat, les amis. Donc, à partir de maintenant, on lira vos questions. Les plus pertinentes, on les lira. Moi, j'avais une question, parce que vu qu'on vous avez bien expliqué qu'à chaque fois que vous devez faire le lien d'abord avec l'éditeur français avant de négocier avec l'éditeur japonais, donc j'avais une question si c'était possible justement de directement négocier avec les éditeurs japonais pour pourquoi pas relancer des mangas qui ont floppé en France et qui ne sont plus sous licence, par exemple, pour citer un exemple, Rakai Blues, pour savoir si c'est possible d'abord justement négocier avec les japonais pour savoir si c'est possible de relancer ce manga via Manga.io, votre plateforme, ou pourquoi pas aussi licencier des mangas qui ne sont pas encore édités physiquement en France, par exemple. Vas-y, parce que c'est simple. Du coup, alors, sur ce qui est des titres qui sont abandonnés, dans tous les cas, il faut passer par l'éditeur français parce qu'il y a l'exploitation de la traduction en général. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de court-circuit à ce niveau-là. Et en fait, notre idée n'est pas de faire ça, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler avec l'écosystème local pour avoir un système vertueux et pas d'aller court-circuiter les éditeurs français en rachetant des titres que eux pourraient en rachetant des droits que eux pourraient potentiellement prendre. C'est pas notre idée de parce que ça voudrait dire que c'est concrètement faire ça, c'est faire une déclaration de guerre au système actuel des éditeurs en leur disant en fait on vous vole des titres potentiels et on les prend directement pour nous. Donc en fait c'est pas. En fait, pour rajouter un peu d'éléments là-dessus, c'est sûr que si nous on signe des deals en direct avec les Japonais. Ce qui serait en soi, ça pourrait être une possibilité, mais le problème, c'est que tu deviens toi-même éditeur. Et donc, si tu deviens toi-même éditeur, en fait, là, tu as le sujet de la concurrence. Est-ce que finalement,
On a vocation à accompagner les éditeurs français sur le développement du numérique ou à les concurrencer, etc. Et clairement, aujourd'hui, la réponse est claire. On n'est pas éditeur. Par contre, là où je trouve que ta question est hyper intéressante, et c'est évidemment quelque chose aussi auquel on réfléchit, c'est qu'il y a des séries qui n'ont pas très bien marché en version papier. Il y a des séries qui sont terminées aussi, qui sont plus nécessairement commercialisées. Donc il y a des séries qui sont en arrêt de com, mais qui sont encore disponibles en version numérique. Et ça, en fait, c'est un peu une mine d'or en termes de catalogue pour nous, puisque c'est des séries qu'on pourrait effectivement essayer de faire revivre sur la plateforme et de les refaire découvrir à des gens qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de les lire. Donc c'est un sujet qu'on aborde également avec les éditeurs français pour leur proposer justement si c'est des titres qu'ils ont déjà commercialisés et dont ils n'ont plus la licence, est-ce qu'ils ont envie de renouveler la licence pour en faire une exclusivité numérique, par exemple, quitte à ce que si ça marche sur la plateforme, et ben après tu puisses refaire un tirage papier. Donc c'est quelque chose qui pourrait être possible. Des titres qui sont en arrêt de com et que tu n'as plus en version physique, ben, les proposer sur la plateforme parce que ça te permet de faire vivre ta licence, tu as encore les droits, et finalement tu gagnes quasiment plus rien aujourd'hui, donc pourquoi est-ce que tu les mets pas sur la plateforme? Donc ça c'est un autre sujet. Et voilà, donc il y a plein d'étapes en fait là-dedans aussi, mais évidemment c'est un truc qui est hyper intéressant. Il y a des séries qui sont top, tu citais Rakai Blues, il y en a plein d'autres. Kevin qui bosse avec nous sur l'éditorial, il a fait une liste qui est longue comme le bras, avec des qui sont plus proposés en France. Et en fait c'est là où le numérique a vraiment aussi une sacrée puissance, quoi, et un énorme potentiel. C'est que tu peux avoir accès à une bibliothèque qui est quelque part intarissable, ou en tout cas qui est moins tarissable que quand tu es en version papier, quoi. Voilà. Ok. On va juste faire plus synthétique, Romain, s'il te plaît, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et je voulais aussi parler du. On vous a quand même mal. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes. Mais non, moi j'avais une question surtout par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, le hashtag We Love Manga, du coup. Oui, bah oui. Qui a fini en TT France carrément pendant une journée. C'était mercredi ou mardi, je sais pas. Et du coup, bah, voilà, d'où est venue cette idée. Dis-nous en plus. We Love Manga. Il a déjà un petit peu répondu quand même. Ouais. Il a répondu, toi ? On n'en a pas parlé. De quoi ? On n'en a pas parlé. Hein. Ouais. Du coup, We Love Manga, en fait, c'est une opération qu'on a voulu un peu collégiale et justement pour réunir des gens autour d'une démarche qui soit un peu plus intelligente que le traditionnel débat faut-il brûler la Scantrad et c'est Satan, etc. Qui ne semble pas forcément être constructif. Et du coup, l'idée, elle est partie de... c'est assez bête, comme quoi les trucs, des fois, naissent un peu par accident. On travaille évidemment toutes nos propositions pour les éditeurs en ce moment, et parmi ça, on essaie d'évaluer la consommation illégale comparée à la consommation légale, parce que tout simplement pour convaincre un éditeur qu'il faut nous rejoindre, c'est aussi lui montrer qu'il perd de l'argent. Et donc, on a fait des calculs en cherchant sur SimilarWeb, sur d'autres sites d'analyse de trafic, un peu quelle était un peu la quantité de consommation illégale. Parce qu'avant, il n'existe pas vraiment de statistiques là-dessus. En fait, la seule statistique qui est la plus communément répandue, c'est une stat du ministère de l'économie japonaise qui explique que le piratage de l'animé et du manga fait perdre à peu près 20 milliards de dollars par an à l'industrie, mais bon, c'est quand même assez dans le monde, hein. Oui, voilà, parce que c'est dans le monde, donc c'est pas très concret pour un éditeur français. Et donc du coup, on a voulu s'intéresser à ça, et on a fait une étude qui est à la fois assez précise et qui reste une estimation. Ça, c'était un truc qui a remonté dans les conversations de Twitter. C'était vraiment pas dire on a une précision qui est scientifique là-dessus. Mais en fait, on s'est rendu compte que sur la part illégale de consommation, on n'est pas à 90% de légal et 10% d'illégal, par exemple. On est plus dans l'ordre de 50-50. Voilà. Est-ce que c'est 60-40 ou pas? Peu importe. À la limite, le débat n'est pas là. C'est-à-dire que c'est énorme, en fait. Et en fait, en faisant ces calculs, on se dit, mais c'est tellement énorme qu'on est obligé de faire quelque chose et de dire, est-ce que vous vous rendez compte que quantitativement, ça veut dire que, en fait, c'est un peu comme si les professionnels étaient payés une fois sur deux, quoi, ou la moitié du temps. Par lecture. Voilà. C'est évidemment un chiffre symbolique, hein, c'est inspiré du jour de dépassement des ressources de la Terre, qui est une date je pense que les gens connaissent, hein, à partir de laquelle l'homme a épuisé les ressources et vit à crédit. Et ça permet surtout d'ouvrir un débat en disant, en fait,
on sait que ça existe, on sait que ce sujet est toujours un peu délicat, et au lieu de dire, bah voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est le mal absolu, il faut les brûler, est-ce qu'on peut pas se réunir tous ensemble, sachant qu'on est tous unis par un seul truc, c'est qu'on adore le manga. Voilà. Qu'on soit libraire, éditeur, lecteur de scan ou scan trader. On fait ça parce qu'on aime le manga. Et donc maintenant, quelle est la bonne solution à faire? Donc on a lancé ce hashtag-là avec l'idée d'avoir quelque chose qui soit collectif et qui soit positif, en fait, qui soit pas un débat sur la Scantrad. C'est pour ça qu'on a voulu l'appeler We Love Manga, parce que bah, c'est ce qui nous unit tous, c'est la passion du manga. Et alors évidemment, on a préparé cette opération en essayant de réunir des professionnels, mais en fait, c'est surtout vous qui avez repris ce débat-là, et qui en avez fait un TT, d'ailleurs un top 1 d'ailleurs à la mi-journée, ce qui était assez fou. Ouais. Et c'est un hashtag qui avec une belle vie d'ailleurs, qui à mon avis qui va continuer à vivre un peu sa vie maintenant tout seul, et qui fait partie un peu même quand les gens font des publications maintenant, ils le mettent sans forcément poster leur photo de leur bibliothèque. Et donc voilà, enfin, on remercie tout le monde. Évidemment, c'est un débat qui est complexe. Évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas contents, d'autres qui étaient très contents, et d'autres qui se sont un peu enflammés sur les réseaux, parce que c'est le charme de Twitter, comme on le sait. Et des fois, on va aussi dans les raccourcis. Mais voilà, l'intention, c'était ça, c'est de faire une opération qui soit constructive, positive et inclusive pour tout le monde, parce que bah, sinon, ça sert à rien de vouloir faire une plateforme qui va solutionner le problème si c'est pour commencer à exclure des personnes. Donc, alors, il y a eu quelques petites questions dans le chat. Est-ce que vous permettre de tester le site gratuitement pendant une durée limitée, genre une semaine ou quelque chose comme ça, dans l'avenir, quand vous lancerez vraiment l'application? Alors, du coup, je m'avance un peu sur les trucs qu'on va vous annoncer dans quelques jours, mais oui, ce sera possible. Okay. Donc, quand on public, ce sera possible. Donc, vous verrez ça dans les prochains jours quand on l'annonce. Ok. Donc, exclusivité Manga Show, vous pourrez tester Manga gratuit. J'ai vu Ryo-sama un peu plus tôt demander si une application était en cours de développement. Oui, c'est ce qu'ils ont dit plutôt dans la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Si vous voulez des questions sur le chat, ça demande des scans en japonais, donc du RAW en fait, quoi. Bon, ça paraît très étonnant, mais sait-on jamais? C'est un projet peut-être? Non, je pense pas. De notre côté, est-ce qu'on mettra des scans en japonais, c'est ça la question? Ouais, c'est ça, genre de publier directement en Jap. C'est pas si. Alors, en fait, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Et du coup, je vais rester très synthétique parce que je sais que sinon je vais parler trop. Mais du coup, ça ouvre en fait sur une autre question qui est un peu notre vision à terme et du coup l'internationalisation. Wow. Donc en gros, le fait de partir à l'international. Et ça, oui, c'est évidemment un sujet. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à des gens dans différents pays, donc pas que des pays, enfin pas qu'en France, d'avoir accès à l'application, donc d'être multilingue. Donc évidemment, on proposera d'autres versions que la version française, sous réserve évidemment que ce soit traduit localement par un éditeur ou qu'on ait des droits pour proposer la traduction. Et donc, pour la question sur les RAW japonais, c'est un peu un rêve pour moi. J'aimerais bien proposer les titres en japonais avec un système de sous-titrage, permettre à ceux qui apprennent le japonais de voir en fait les sous-titres en même temps. Alors c'est un peu, là je te vois sourciller un peu, c'est un peu compliqué, mais en gros ça marche sur ordinateur notamment. Quand tu passes ta souris sur du texte en japonais, tu peux voir les sous-titres. Donc en gros il y a un peu cette idée-là qui serait de proposer une version originale, une VO sous-titrée en fait, une VOST, mais ça c'est très très loin encore. En fait, à partir du moment où tu fais de la simultrade, ça peut t'ouvrir des pistes qui vont dans ce sens-là. C'est évidemment pas la priorité parce que c'est voilà. Mais oui, on a ça dans le pipe. Exactement. Donc il y a plein de sujets là-dessus. C'est assez long en fait. C'est pas aussi simple que ce qui paraît parce que justement c'est une question de droit en fait. Est-ce que tu as le droit de distribuer sur le sol français une version japonaise originale? Ça dépend des contrats avec les éditeurs, etc. Donc en fait c'est assez complexe comme sujet. Mais c'est un truc qui nous tient à cœur et si on peut le faire, on le fera parce que je trouve ça hyper cool en fait. Non, c'est super intéressant. C'est une super bonne idée, ouais. C'est une très bonne idée, mais très très compliqué encore à mettre en place. Ouais, voilà, c'est encore c'est une épreuve. J'espère pour vous que ça va se faire, mais c'est ça. Je vois Neolight qui dit
Ouais, budget. Oula, Mais en même temps, tu Netflix, ça a commencé aussi Ça a coupé, sans budget. je crois. Ça a coupé? Ouais, ça a coupé. Ouais, Je crois que j'ai compris la question. je disais, non, c'est pas vraiment une question, c'était Neolight qui disait dans le chat que en gros vous voulez faire comme Netflix, mais que vous n'avez pas le même budget, alors que Netflix aussi, un jour ou l'autre, ça a dû se lancer. Donc faut bien commencer Exactement. petit pour aller plus grand, c'est totalement logique. Exactement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà. Les webtoons Bah. ici, ça demande. Si Ouais, ça les fonctionne webtoons. bien, peut-être les webtoons, c'est en projet, c'est une idée qui sont pour le coup particulièrement Grave. adaptées au marché numérique, le webtoon. Tout à fait. Tout à fait. Ça ramène à la question sur le Global Manga Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question sur le Global Manga. Oui, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Après, sur le webtoon, aujourd'hui, il y a vachement plus de concurrence sur les applications numériques. Tu as Webtoon, il y a Isneo aussi qui s'est lancé sur le webtoon, tu as Dailytoon, il y en a plein en fait. Donc, il y a déjà plus de concurrence, on va dire, sur le marché numérique. C'est normal parce que le webtoon est numérique par essence. Donc, il y a déjà plus d'alternatives. Après, c'est un format qui est hyper intéressant et qui reste dans un coin de notre tête. Ouais. Donc, on verra si on peut le proposer à court terme. Voilà, bon, je pense qu'on peut déjà un petit peu conclure une interview sur ça. On a pas mal parlé, c'était très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Je peux rajouter quelque chose. Oui. J'ai vu beaucoup de questions très intéressantes qui étaient posées sur le chat. Ouais. Et évidemment, avec le format qu'on a, on n'a pas forcément pu répondre à tout. On a notre serveur Discord et on se fait toujours la discipline et le plaisir de répondre aux questions des gens qui soient abonnés ou pas abonnés. Donc ça, c'est ceux qui voudront en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre Discord et on échangera avec vous avec plaisir, que vous ayez des critiques ou des questions. On y répondra toujours. On vous encourage vivement à aller rejoindre leur Discord. Je vais vous mettre le lien dans le réseau. Ouais, leurs réseaux sociaux. Top. C'est IO sur Twitter. Je vais vous mettre dans le chat aussi. Twitter, c'est IO_manga avec un S. Ouais. Je vous mets dans le chat, les amis. C'est dans l'autre sens, le sens normal. Et après, ouais, le compte Discord, c'est cool parce que ça nous permet d'avoir une interaction directe avec la communauté, de répondre à des questions et tout. Donc, c'est super. Et en fait, pour un peu rebondir sur ce que disait Youn, évidemment, on remercie énormément tous les gens qui ont pu prendre des places, nous soutenir pendant la phase de bêta privée, parce que si aujourd'hui on est à ce niveau de négociation avec les éditeurs, c'est en grande partie grâce à votre soutien. Nous, on a en tout cas, on a à cœur de répondre évidemment à vos attentes et d'essayer de proposer la meilleure plateforme possible. Et ce sera pas possible sans le soutien de la communauté, sans le soutien des lecteurs, sans globalement en fait une espèce d'engouement autour de la lecture numérique qui a besoin d'être présent pour pouvoir convaincre les éditeurs de nous suivre. Donc merci beaucoup pour votre soutien globalement. De rien, c'est normal. Mais en même temps, voilà, vous avez un projet qui quand même est très intéressant pour nous en tant que consommateurs. Moi, j'ai vraiment envie que ça marche parce que ça pourrait vraiment être top pour tout le monde, je pense. Payer un abonnement et lire autant de mangas que tu veux, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Donc, on vous souhaite beaucoup de réussite, bien sûr, et j'espère que ça grandira. Donc, on encourage bien sûr, évidemment, tout le monde dans le chat et même sur la rediffusion YouTube qui arrivera mercredi, du coup, à suivre le projet de près ou de loin, mais d'au moins soutenir. Et plus il y aura de monde dans l'équipage, on va dire, plus on pourra vous pourrez mener le projet encore plus haut. Et du coup, la version bêta ouverte au public, vous avez déjà une date, ou je sais plus si vous l'avez déjà précisé ou... Ça va être dans les prochains jours. Alors, tu sais, en développement, on ne sait jamais vraiment exactement, mais on va annoncer la date normalement au début de semaine. Donc, c'est pas vraiment dans les prochains. Donc la bêta ouverte arrive dans quelques jours, les amis. Donc je peux que vous encourager d'essayer. Et franchement, il y a des bons mangas actuellement. Dans la Black Box, il y a Cosmoship Yamato, que moi je suis totalement fan. Il y a Old Boy que j'ai recommandé la semaine dernière d'ailleurs. Et en fait, ce qui est cool, pour finir un peu là-dessus aussi, parce que je pense que c'est un truc qui est intéressant et dont on n'a pas forcément parlé, on s'est rendu compte avec la bêta que pas mal de gens en fait découvraient des titres sur la plateforme et ensuite ont envie de les acheter et de les rajouter dans leur collection. Donc il y a un vrai effet assez cool qui est qu'à partir du moment où tu es libre de tes lectures, que tu prends un accès et que tu peux lire un peu ce que tu veux, et ben finalement tu vas découvrir des trucs que tu n'aurais pas découvert autrement. C'est-à-dire que tu n'aurais pas forcément spontanément dit je vais aller acheter Old Boy pour le lire, tu vois, ou je vais aller acheter Le Monde de Ran, ou
Cosmoship Yamato, etc. Et le fait d'avoir un accès un peu libre à tout ça, des recommandations qui vont arriver aussi sur la plateforme, etc., ça te permet de découvrir du contenu et finalement de vivre encore plus fortement, on va dire intensément, ta passion du manga, quoi.